Alors dans ce cours, on va introduire le dernier chapitre de thermodynamique, qui est le chapitre sur les machines thermiques. C'est un chapitre un peu plus appliqué que ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais ça va utiliser toutes les notions théoriques qu'on a vues dans les chapitres précédents. Alors, je vais passer vite sur le début du chapitre, qui concerne un petit peu d'histoire, parce que la thermodynamique, c'est une science finalement assez récente, et c'est une science profondément industrielle. En réalité, on a commencé à construire des machines industrielles avant de vraiment s'intéresser aux fondements théoriques de ces machines, c'est-à-dire que c'est une science d'ingénieur, la thermodynamique. C'est pour ça que c'est important de parler de ces machines-là et de voir un petit peu leur histoire et comment elles sont toujours actuelles, puisque les machines thermiques en fait sont partout actuellement. Alors là, je vous ai mis au début du cours une petite image historique. C'est une machine qui se trouve au Musée des Arts et Métiers à Paris. Et c'est une machine de Watt, donc une machine à vapeur. On reconnaît ici une grande roue, avec ici une chambre avec un piston qui peut coulisser et un régulateur à boule. Alors le but, c'est pas de connaître cette machine, qui est une machine historique, même si elle est intéressante d'un point de vue technique, mais c'est de voir que cette science, eh bien, elle a maintenant 160, on va dire 200 ans, puisque elle a commencé à se développer vraiment en 1780, 1800, et voilà, elle a accompagné vraiment les premiers essors de l'industrie. Alors, pour ce qui nous concerne, on va commencer par décrire un petit peu différents types de machines qui existent actuellement, les machines thermodynamiques, donc qui utilisent les principes de la thermodynamique pour on va dire fonctionner, mais surtout être décrit physiquement. Il y a deux types de machines essentiellement qu'on va voir. D'abord les machines motrices. Donc le but d'une machine motrice, ça va toujours être de convertir de l'énergie thermique en énergie mécanique. Alors, cette énergie mécanique, elle peut être sous forme de travail mécanique. Donc, sous-entendu, voilà, s'il y a un piston qui reçoit un travail, eh bien, c'est un travail qui est fourni à des parties mécaniques. Ou bien sous forme d'énergie cinétique aussi. Par exemple, s'il y a de l'air qui est accéléré en sortie de tuyère, par exemple, eh bien, c'est quand même une machine motrice, puisque le but, c'est de propulser de l'air, c'est-à-dire de convertir de l'énergie thermique en énergie cinétique, ou en travail. Alors là, je vous donne quelques exemples au début, donc un petit moteur Stirling de démonstration. Sur Internet, vous pouvez trouver des vidéos de moteur Stirling. Voilà, je vous en ai mis une dans le cours un petit peu plus loin. Donc ça, c'est on va dire un moteur pédagogique, même si le moteur Stirling a quelques petites applications intéressantes. On va voir quelques applications après. Le moteur d'automobile, que tout le monde connaît, enfin, tout le monde ne connaît pas le détail, mais au moins tout le monde sait qu'il est un petit peu partout. Donc dans toutes les automobiles, il y a un moteur. Et un moteur qui va fonctionner en fait avec vraiment ce principe-là, sur lequel on va revenir un peu plus tard. Donc voilà, le principe d'un moteur, c'est de convertir de l'énergie thermique, sous-entendu de l'énergie thermique apportée par la combustion du carburant, en énergie mécanique qui va être reçue par les parties mécaniques et se transmettre par transformation de mouvement jusqu'aux roues. Et puis il y a des machines plus compliquées comme les réacteurs d'avion. Alors ça c'est un réacteur simple, il y a des réacteurs plus compliqués, mais voilà, les réacteurs d'avion qui fonctionnent sur le même principe avec de l'énergie thermique ici dans la chambre de combustion qui va, après plusieurs transformations optimisées, se transformer en une énergie cinétique de propulsion du fluide à la fin. Donc ça c'est pour les machines motrices qui sont une grande classe de machines en thermodynamique. Les machines réceptrices sont une autre grande classe de machines. Le but de ces machines, ça va être d'obtenir un flux thermique dans le sens souhaité par l'utilisateur et qui ne va pas se faire spontanément par transfert thermique. Parce que si évidemment on a besoin de transférer de l'énergie mais que ça se fait tout seul, il n'y a pas besoin de machine, évidemment. Donc si on a besoin de faire une transformation dans laquelle l'énergie thermique devra aller d'un endroit à un autre et que ça ne va pas se faire tout seul, on aura besoin d'une machine. Et on verra que ça va nécessiter l'apport d'un travail au fluide. Et les générateurs, les climatiseurs, et on verra aussi les pompes à chaleur, sont des machines, donc ça c'est des machines frigorifiques, mais c'est surtout des machines réceptrices. Voilà. Donc déjà dans la tête, ça doit être clair, machine motrice, machine réceptrice, font pas la même chose, mais ce sont deux types de machines thermodynamiques. Alors toutes ces machines ont des constantes, c'est ce que je mets dans le paragraphe 3.
Dans toutes les machines thermodynamiques, il y a ce qu'on appelle un fluide caloporteur et une évolution cyclique. Alors, qu'est-ce que c'est un fluide caloporteur? Tout simplement, c'est le fluide qui va permettre le fonctionnement de la machine. Dans une machine, quelle qu'elle soit, il y a toujours un fluide qui évolue et qui va subir des transformations thermodynamiques différentes. Et c'est le fluide de la machine, à ne pas confondre avec le fluide comme l'air ambiant, qui sont des fluides extérieurs. Par exemple, dans un réfrigérateur, vous avez des tuyaux avec un fluide qui circule dans les tuyaux. Et c'est ce qu'on appelle le fluide caloporteur. Il est toujours là, quelle que soit la machine, il y a un fluide caloporteur, c'est lui qui va permettre de réaliser les transformations énergétiques dans la machine. Et ce fluide caloporteur, il va évoluer de manière cyclique. Ça veut dire qu'au cours du fonctionnement, le fluide va subir différentes transformations, mais après un certain nombre d'étapes, il va revenir à son état initial. Donc voilà, ce n'est pas un fluide qui va se transformer en autre chose, c'est un fluide qui évolue de manière cyclique dans un circuit qui en général est fermé pour pouvoir revenir au même point, donc dans le même état thermodynamique. Et on parle de cycle thermodynamique, un cycle thermodynamique étant défini comme suite de transformations telle que on revient à l'état initial après cette suite de transformations. Avant de passer à la suite, on va voir que ce caractère moteur ou récepteur d'une machine peut rapidement être déterminé si on peut décrire l'évolution du fluide dans un diagramme qu'on a déjà rencontré, c'est le diagramme de Watt. Alors ça peut être le diagramme de Clapeyron aussi, mais ça revient au même en fait. Donc comment ça se passe? On va d'abord faire un cycle, le cycle le plus simple qu'on puisse imaginer dans un diagramme de Watt, qui est celui-ci. Donc c'est un cycle constitué de deux isocores et 2 isobars. Et on va essayer de voir quel est le travail reçu par le fluide au cours du cycle, en admettant que le travail c'est intégrale de moins PdV, dans ce cas suffisamment simple. Alors, le travail reçu par le fluide au cours du cycle, il va simplement s'écrire W égale l'intégrale de moins PdV sur le cycle, donc de A à A, dans ce sens-là. Donc ça fait intégrale de A à B, puis de B à C, mais de B à C c'est une isocore. Donc en fait, une isocore, le fluide, il ne reçoit pas de travail. Puis pareil pour de D à A. Donc on a simplement le travail reçu sur les isobars. Et quand on le calcule, eh bien ça fait P min Vmax moins Vmin, donc ça c'est le travail reçu ici, sur l'isobar à P min. Et puis pareil à Pmax ici, avec le signe qui change, puisqu'on va dans l'autre sens. Et on trouve ça. Alors ça, c'est l'aire du rectangle. Pmin moins Pmax fois Vmax moins Vmin. Alors pas tout à fait en fait, c'est moins l'aire du rectangle parce que Pmin moins Pmax est négatif. On retrouve la propriété qu'on avait déjà vue dans un chapitre avant, le T2, pour lequel le travail reçu par le fluide, c'est l'air intérieur. Alors c'est l'air sous la courbe, mais quand on fait un cycle, c'est l'air intérieur du cycle. Avec un signe qui va dépendre de la manière dont on parcourt le cycle. Alors ici, on voit que c'est négatif, puisque Pmin est inférieur à Pmax et Vmax est supérieur à Vmin. Donc on a W négatif. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le fluide fournit un travail, parce que si W est négatif, le travail reçu par le fluide est négatif. Donc il fournit un travail au milieu extérieur. Concrètement, dans les machines, ce sera aux parties mobiles. Et il s'agit donc d'un cycle moteur, parce qu'un cycle moteur, ça fournit de l'énergie à des parties mobiles ou au milieu extérieur. Si on l'avait parcouru dans l'autre sens, on aurait obtenu W positif, donc un cycle récepteur pour lequel le fluide reçoit un travail. Alors on va retenir par cœur la généralisation suivante. Quelle que soit la forme du cycle dans un diagramme de Watt ou de Clapeyron, ça revient au même, si le cycle est parcouru dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire comme ça, il s'agit d'un cycle récepteur pour lequel le fluide va recevoir du travail au cours du cycle. Et si le cycle est parcouru dans ce sens-là, alors il s'agit d'un cycle moteur, puisque W sera négatif. Le fluide va fournir du travail, donc va permettre de, faire bouger des pistons ou des choses comme ça, en fournissant du travail aux parties mobiles. Voilà donc, sens trigonométrique, cycle récepteur, sens horaire, comme ça, cycle moteur. C'est à savoir par cœur. Alors ensuite, je vais vous présenter quelques exemples simples de machines ça va faire un paragraphe vraiment essentiel sur lequel on va décrire
dans les grandes lignes, le fonctionnement de quelques machines simples mais importantes, puisqu'on les retrouve souvent en thermodynamique. Alors d'abord, je vais vous parler d'une machine un peu théorique, une machine qui n'existe pas, qui existe, mais qui nous permet déjà de donner quelque chose d'essentiel sur les machines thermodynamiques. Alors, on va commencer par définir ce qu'on appelle une machine monotherme. Une machine monotherme serait une machine pour laquelle le fluide caloporteur, il ne peut échanger de l'énergie qu'avec deux entités. Une source d'énergie, qui permet a priori de fournir de l'énergie au fluide, et des parties mobiles qui peuvent, par exemple, fournir de l'énergie au fluide. Alors ça, ce W et Q sont des grandeurs algébriques, bien sûr, puisque, par exemple, ici, le fluide peut recevoir du travail de la part des parties mobiles, auquel cas W sera positif, mais si on prend W négatif, ce qui n'est pas interdit, ça voudra dire que le fluide fournit du travail aux parties mobiles, et donc il s'agit d'un moteur. Pour le moment, on va considérer juste cette structure thermodynamique-là, juste un fluide qui peut recevoir ou donner de l'énergie à une source et recevoir ou fournir de l'énergie à des parties mobiles. Et on va démontrer quelque chose d'essentiel, c'est qu'un système thermodynamique, donc le fluide, en évolution cyclique et en contact avec une seule source d'énergie, ne peut que recevoir du travail et fournir de l'énergie thermique. Autrement dit, ça ne peut pas être un moteur. Un moteur monotherme, ça n'existe pas. Il n'existe pas de dispositif dont le seul effet sera de recevoir de l'énergie et fournir du travail à partir d'une seule source. Alors ça doit vous rappeler normalement la vidéo avec la roue qui s'arrête. Puisque la roue de vélo qu'on essayait de freiner avec un doigt, là, eh bien en fait c'est ça. C'est simplement, on ne peut pas, juste en apportant de l'énergie à partir d'une seule source, mettre en mouvement une roue de vélo. Donc, en fait, c'est un cas particulier. D'où vient cette propriété importante des machines thermiques, que le moteur monotherme, ça n'existe pas. On va noter W et Q, ce qu'il y a ici, les travaux et transferts thermiques algébriquement reçus par le fluide au cours du cycle. Et on va écrire le premier principe au fluide caloporteur au cours du cycle thermodynamique qu'il réalise. Le premier principe, il s'écrit delta U égale W plus Q, et on va dire immédiatement que c'est égal à 0. Alors pourquoi c'est égal à 0 ? Parce que U c'est une fonction d'état, et que la transformation subie par le fluide est une transformation cyclique. Le fluide revient à son état initial après un certain nombre de transformations. Donc delta U est égal à UF moins UI, mais UF moins UI c'est 0 parce qu'on est dans le même état et que U est une fonction d'état. C'est ce que je mets, U est une fonction d'état et la transformation est cyclique. Alors ça va imposer que W est égal à moins Q au cours du cycle. En français, ça veut juste dire que si le fluide reçoit un travail, alors il fournit de l'énergie thermique, et réciproquement, s'il reçoit de l'énergie thermique, il doit fournir un travail au cours du cycle. Voilà, pour que son énergie interne ne varie pas au cours du cycle. Donc le premier principe ne nous dit rien, il nous dit juste que l'un est l'opposé de l'autre. Mais dans quel sens ça va, il ne nous le dit pas. Alors comme on s'en doute, évidemment, c'est une raison anthropique, c'est le second principe qui va nous le dire. Le second principe qui va s'écrire au fluide, delta S égale SE plus SI, est égal à 0. Pourquoi ? Parce que S est aussi une fonction d'état, comme U, et la transformation est cyclique. Donc delta S est égal à 0. Et d'autre part, le second principe impose une entropie créée par irréversibilité au cours du cycle positive ou nulle. Donc, nécessairement, SE négatif ou nul, pour que la somme fasse 0. Or, l'entropie échangée, ou reçue par le fluide au cours du cycle, c'est Q sur T0. Et avec T0, la température de la seule source d'énergie thermique. Il n'y en a qu'une. Et on vient de montrer que SE était négatif. Alors comme T0 est positif, eh bien ça veut dire que Q est forcément négatif. Et si Q est négatif, eh bien W est positif. Voilà. Donc là, on vient de montrer que cette machine-là, par le second principe, était nécessairement une machine réceptrice, puisqu'on avait W positif, donc le gaz va recevoir du travail au cours du cycle et ne pourra pas en fournir. D'accord ? Donc on vient de montrer qu'on ne peut pas envisager un dispositif qui fournisse un travail mécanique à l'extérieur par simple conversion d'énergie thermique à partir d'une seule source. Autrement dit, le moteur monotherme, ça n'existe pas. Monotherme, ça veut dire
qui fonctionne à partir d'une seule source d'énergie thermique. Donc voilà une propriété essentielle. Alors, il existe pourtant des moteurs, et le modèle le plus simple d'un moteur qui est autorisé par la thermodynamique, c'est le moteur qu'on appellera le moteur ditherme. Donc je vais vous présenter le modèle, et puis vous montrer après quelques choses un peu plus concrètes sur les moteurs. Donc le moteur ditherme, il va utiliser deux sources d'énergie. Autrement dit, le fluide va pouvoir échanger de l'énergie thermique avec deux sources qui seront à deux températures différentes. Alors, quand on a deux sources en thermodynamique, par convention, on nomme toujours la source chaude, la source d'énergie thermique de température la plus élevée, et la source froide, l'autre source. Ce petit diagramme-là, on va vous le demander souvent, c'est pour voir si vous avez compris. Donc, dans un moteur, il y aura toujours le fluide caloporteur au centre, qui échangera de l'énergie ou du travail avec les différents constituants. Et puis les autres, donc la source chaude et la source froide. Et bien sûr, pour un moteur, c'est essentiel, les parties mobiles, donc les pistons, les turbines, tout ce à quoi le gaz va fournir du travail. Ça peut vous surprendre qu'on note systématiquement QC, QF et W les grandeurs vers le fluide. C'est simplement pour que toutes les machines aboutissent au même calcul et qu'on ne s'embête pas trop avec les signes. Mais c'est important aussi de savoir qu'en fonction de la machine qu'on décrit, ces grandeurs-là peuvent avoir des signes différents. Par exemple, pour un moteur, même si on note W, le travail reçu par le fluide, eh bien, on va tout de suite dire que pour un moteur, le but, c'est d'avoir W négatif. Autrement dit, un travail réellement fourni par le fluide vers les parties mobiles. On notera quand même W, le travail reçu par le fluide, mais dans un moteur, il sera négatif. Pareil, la source chaude ici va fournir de l'énergie au fluide, et la source froide, elle va en recevoir, en fait. On verra, c'est le principe de fonctionnement d'un moteur. Si on essaie de récapituler ça en français, un moteur ditherme, c'est un dispositif dans lequel un fluide, souvent un mélangeur carburant ou même un fluide juste un gaz, va effectuer une transformation cyclique au cours de laquelle, parce que c'est la transformation, il fournit un travail mécanique au milieu extérieur, W négatif, il reçoit de l'énergie thermique de la part de la source chaude, et il fournit de l'énergie thermique à la source froide. Ce que j'ai récapitulé avec les signes des grandeurs ici. Donc voilà le principe de fonctionnement d'un moteur ditherme. Alors, je vais faire les calculs après. Même si les moteurs concrets ne sont pas réellement des moteurs qui sont toujours dithermes, c'est quand même important d'avoir un peu de culture sur comment fonctionne un moteur, on va dire un moteur d'automobile ou même un moteur Stirling. Alors on peut quand même définir des sources chaudes et froides dans ces choses-là, mais c'est important aussi d'avoir quelques notions sur comment ça fonctionne. Alors je vous incite vraiment à regarder ces vidéos-là. Je ne vais pas le faire avec vous, mais vous pouvez cliquer sur le PDF du cours. Et vous aurez une petite approche sur ces moteurs-là. C'est important de les voir fonctionner, de voir comment ça marche. Vous allez voir le moteur Stirling, c'est une modélisation. Vous inquiétez pas, c'est en allemand, mais en fait c'est l'animation qui est importante. Et on comprend tout quand même. Vous allez pouvoir voir les sources chaudes et froides de ce moteur-là. Alors le modèle du moteur ditherme permet de faire apparaître un théorème tout à fait essentiel en thermodynamique, qui est le théorème de Carnot. Je vais le mettre en évidence en cherchant à déterminer les propriétés du rendement thermodynamique, en définissant d'abord ce qu'est un rendement. Qu'est-ce qu'un rendement thermodynamique, on dit aussi rendement thermique, ça marche, d'un moteur? Le rendement thermique en thermodynamique sera toujours défini comme la quantité d'énergie utile, et derrière le utile, il faut entendre ce pourquoi on a acheté la machine. C'est-à-dire quelle est l'énergie produite par la machine ou transférée par la machine qui nous intéresse, c'est-à-dire ce pourquoi on a acheté la machine. Divisé par l'énergie coûteuse. L'énergie coûteuse, c'est pas ce pourquoi on a acheté la machine, mais c'est ce qui est nécessaire à son fonctionnement. Et ce qui est nécessaire, sous-entendu, ce qu'on paye, ce que l'utilisateur va payer pour le fonctionnement de la machine. Donc pour un moteur ditherme, il n'y a pas d'ambiguïté, puisque l'énergie utile qu'on souhaite, c'est le travail fourni aux parties mobiles. Alors comme au-dessus, vous vous souvenez, j'avais noté W
le travail reçu par le fluide, eh bien c'est moins W qui m'intéresse. L'énergie utile, c'est moins W. Donc voilà pourquoi ce moins W en haut. Et l'énergie coûteuse, c'est l'énergie que je vais devoir fournir au fluide de la part de la source chaude. En général, c'est ça qui coûte. Voilà. Alors évidemment, si on paye rien parce que c'est du rayonnement solaire, eh bien, on a un moteur quasiment parfait. Mais en général, c'est plutôt de l'essence qui va en fait fournir cette énergie thermique-là, et là, on la paye, hein, cette énergie. Donc voilà, l'énergie coûteuse, en fonction de ce qu'on paye réellement, ça va être QC ou une fraction de QC, mais là, je vais dire, pour simplifier, que c'est QC, c'est-à-dire ce transfert thermique-là, c'est l'énergie coûteuse. Qu'est-ce qu'on fait de cette énergie-là? En fait, elle ne rentre pas dans le rendement, parce que dans le fluide quand le fluide caloporteur va fournir un transfert thermique à la source froide, en général, ce sera un transfert thermique gratuit, hein. Ce sera juste un transfert thermique qui se fera spontanément vers l'air extérieur, par exemple. Donc c'est ce qu'on va assimiler à une perte énergétique, mais on ne la paye pas, elle ne rentre pas dans le rendement. Voilà. Donc pour nous, le rendement, c'est juste ça, ce qu'on veut sur ce qu'on paye, en termes énergétiques. Alors je cherche à exprimer ce rendement en fonction des températures de la source chaude et de la source froide, puisque ce sont des thermostats. Alors pour ça, je vais passer par les principes de la thermodynamique, en écrivant au fluide caloporteur le premier principe et le second principe. Premier principe, il s'écrit comme ça, donc il y a juste deux sources, hein, donc on va écrire QC et QF, et c'est toujours égal à 0, puisque l'évolution du fluide caloporteur est toujours cyclique, et U est toujours une fonction d'état. Hein, donc comme le fluide revient à son état initial, après le cycle, eh bien on a delta U est égal à UF moins UI qui vaut 0, puisque l'état initial est le même que l'état final. Le second principe s'écrit de la même manière comme ça, avec SI positif, voilà. Et on a donc, de la même manière que pour le moteur monotherme, SE négatif ou nul. Contre, les sources sont au nombre de 2. Donc il faut écrire SE égale QC sur TC, qui est l'entropie reçue de la part de la source chaude, et QF sur TS de la part de la source froide. Donc cette inéquation, SE inférieur à 0, se met sous cette forme-là, dans le cas du moteur ditherme. Cette inégalité, c'est une inégalité très classique en thermodynamique, elle apparaît souvent dans tous les systèmes dithermes cycliques, donc avec deux sources. Et comme elle est très classique et qu'on va la retrouver plusieurs fois, on lui donne un nom, c'est l'inégalité de Clausius, du nom du scientifique allemand qui a fait beaucoup de thermodynamique et qui a en particulier introduit le mot d'entropie. C'est lui qui a parlé pour la première fois d'entropie. Alors une fois qu'on a tout ça, on peut réécrire donc les deux principes de la thermodynamique au fluide caloporteur sur un cycle, le premier et le deuxième. Et le second principe, le rendement thermodynamique, on peut le réécrire différemment. Alors état, c'est moins W sur QC, comme on l'a vu au-dessus. Moins W, je remplace, ça fait QC plus QF sur QC, ce qui fait 1 plus QF sur QC. Et je veux l'exprimer ça en fonction des températures et pas des énergies échangées. Donc pour les températures, je passe par l'inégalité de Clausius qui me donne un lien entre QF, QC, TC et TF. Et je transforme cette inégalité. Dans ces manipulations d'inégalité assez classiques, il n'y a pas de gros piège sauf un, qui est que quand on divise par quelque chose, il faut toujours s'assurer que ce quelque chose est positif ou nul. Ou bien lorsqu'on multiplie par moins 1, il faut changer le sens de l'inégalité. Donc voilà, il faut être au point sur la manipulation d'égalité. Par exemple, vous voyez le passage de là à là, j'ai divisé par QC, ça ne change pas le sens de l'inégalité, parce que QC est positif. Alors comment je sais que QC est positif? Je sais que je décris un moteur, et que pour qu'un moteur fonctionne, il faut que l'énergie soit fournie par la source chaude au fluide caloporteur. Donc QC est positif ici, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc je remplace tout ça, là vous voyez j'ai multiplié par moins 1, donc je change le sens de l'inégalité. En tout cas j'ai bien QF sur QC inférieur à quelque chose. Et ça me donne donc une inégalité sur le rendement qui est inférieure à ceci. Alors qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que le rendement d'un moteur ditherme est inférieur à une valeur qui est forcément strictement plus petite que 1, parce que ça fait 1 moins quelque chose de plus petit que 1. Donc voilà, ça c'est plus petit que 1.
et ça fait donc le rendement est inférieur à ça. Alors ça, c'est la bande supérieure du rendement, on l'appelle le rendement de Carnot, et on l'interprète en disant qu'en fait c'est le rendement maximum qu'on peut espérer obtenir avec un moteur diterme, fonctionnant entre deux sources, donc diterme, de manière réversible. Alors pourquoi le rendement sera égal à ça si le fonctionnement est réversible? C'est-à-dire que si le fluide n'a aucune évolution irréversible, il n'y a pas de source d'irréversibilité lors de l'évolution du fluide, on obtiendra ce rendement-là. Alors ça tient au fait que SI était positif ou nul. Alors si il n'y a pas de source d'irréversibilité, que l'évolution est réversible, on a SI égal à 0, et donc ça se transforme finalement en égalité, égal à 0. On repart là, et puis on a état égal à ça. Donc autrement dit, ça, c'est le rendement d'un moteur diterme réversible. Et le rendement d'un moteur réel est forcément inférieur à cause des sources d'irréversibilité qui forcément apparaissent dans le fonctionnement du moteur. Voilà. Donc ça, c'est l'essentiel. Et on peut énoncer un théorème vraiment très important qui sert en fait bien au-delà de la considération uniquement des machines motrices en thermodynamique. C'est le théorème de Carnot. Le théorème de Carnot appliqué au moteur, il dit que tout moteur thermodynamique diterme possède un rendement inférieur à un rendement maximal autorisé par les principes de la thermodynamique, nommé le rendement de Carnot, égal à 1 moins Tf sur Tc, qui est le rendement de Carnot. Et ce rendement de Carnot serait en théorie atteint pour une évolution réversible du fluide caloporteur. Donc voilà le théorème de Carnot qui nous dit que le rendement d'un moteur diterme est forcément inférieur à ça. Donc ça dépend des températures de source chaude et froide. Je ne vous fais pas l'application numérique, évidemment, il faut les mettre en Kelvin ici. Et puis de toute façon, ça vous donne juste une bande supérieure. Je précise juste une chose importante, c'est que ce rendement de Carnot étant forcément plus petit que 1, on ne peut pas espérer construire un moteur de rendement thermique 1. Ça n'existera jamais. On sera toujours limité par ça, qui est strictement plus petit que 1. Et ce n'est pas une limitation technique, ce n'est pas parce qu'on est des ingénieurs qui ne sont pas assez avancés ou qui n'ont pas trouvé des solutions techniques suffisamment précises. Non, ce n'est pas la technique qui nous limite là, c'est la physique, la théorie, la thermodynamique. Et plus précisément, le second principe en fait. Voilà pourquoi on ne peut pas dépasser ce rendement-là. Ce n'est pas une limitation technique, c'est vraiment une limitation théorique. Voilà l'essentiel pour la théorie du moteur thermique. Alors, je vais juste préciser quand même quelques petites choses pour votre culture, c'est important. D'abord, un ordre de grandeur à avoir en tête, c'est que les moteurs thermiques réels, d'automobiles, etc., donc les moteurs qui fonctionnent à l'aide d'une combustion par exemple, possèdent des rendements thermiques en général compris entre 0,3 et 0,4. Donc si vous trouvez des rendements de 0,9 pour un moteur thermique, voilà, c'est très 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 peu probable. Alors ça peut être éventuellement un rendement théorique de Carnot, et encore, c'est très, voilà, faites des applications numériques réalistes avec des températures de source chaude et froide, vous trouverez plutôt 0,5, et donc un rendement réel, ça va être inférieur. Et je pense que c'est important aussi, non pas pour le concours, mais pour vous en tant que citoyen, que vous soyez assez au fait d'enjeux un petit peu plus vastes que des enjeux purement thermodynamiques pour les moteurs. Alors déjà, quelque chose que je n'ai pas mis dans le poly, mais c'est important de comprendre qu'un moteur thermique, il y a une borne supérieure à son rendement. Autrement dit, voilà, on ne peut pas avoir le moteur thermique de rendement 100%, ça n'existera jamais. Ça n'existe pas. Et d'autre part, les moteurs thermiques, ils utilisent des combustions d'hydrocarbures, soit de l'essence, du kérosène, etc. Donc cette combustion produit toujours du dioxyde de carbone, ça on ne peut pas y couper. Donc comme chacun sait, j'espère, c'est un gaz responsable d'un excès d'effet de serre. Je dis un excès parce que l'effet de serre c'est bien, un excès ça devient gênant. Et cet excès d'effet de serre peut avoir des effets potentiellement catastrophiques sur les sociétés humaines, sur l'équilibre écologique, etc. Pareil pour les centrales à charbon, qui sont en fait des moteurs, puisqu'on fait tourner un alternateur pour produire de l'électricité. Donc une centrale, dedans il y a une machine thermodynamique qui s'assimile à un moteur. C'est pareil, ça utilise des combustibles fossiles. Et alors on se dit naïvement, il vaut beaucoup mieux utiliser un moteur électrique, parce que les moteurs électriques, ça a des rendements pratiquement 100% en fait. Voilà.
Alors, à nuancer un petit peu, hein, ça dépend de la puissance du moteur, de la manière dont il est fait. Mais en fait, la plupart des moteurs électriques ont un rendement qui s'approche de 100% quand ils sont suffisamment bien conçus. Et alors, il faut surtout pas tomber dans un piège, c'est de dire que le moteur électrique, il est beaucoup plus écologique que le moteur thermique. Ça peut être vrai par certains côtés, mais quand vous comparez un bilan, on va dire écologique et pas seulement énergétique, alors là, il faut faire attention à tout le cycle de fonctionnement. Et en particulier, dès que vous vous intéressez à une machine, c'est ce que je mets là, hein, le fonctionnement de cette machine comporte-t-elle pas des coûts carbone cachés et qui peuvent être très lourds. Alors l'exemple typique, c'est la voiture électrique, hein. La voiture électrique, bon, on dit effectivement, lors du fonctionnement, sa production de CO2 est vraiment faible, mais encore a-t-il fallu d'une part la construire et d'autre part l'alimenter. Parce que certes, une fois qu'elle roule, elle ne consomme plus d'énergie fossile, mais l'électricité qui a servi à la recharger, elle a pu consommer des énergies fossiles. Donc c'est vraiment tout le cycle qu'il faut considérer. De même, la production, l'entretien, le retraitement des batteries, par exemple, hein, ou des panneaux solaires, est à l'anodine d'un point de vue carbone. Donc certes, le fonctionnement de ces machines électriques ne produit pas de dioxyde de carbone ou bien d'autres choses polluantes, mais il faut là, on ne fait pas juste un bilan thermique quand on fait un bilan écologique. Il faut vraiment avoir en tête tout le cycle de production et même, je vais en parler à la fin, les conséquences économiques. Parce que une solution peut être intéressante si elle est peu répandue, par contre si elle est très répandue, peut avoir des effets finalement contre-productifs. Voilà, donc je vous laisse lire pour voir ça. C'est des questions que je pense qu'il faut se poser quand on est ingénieur, pour ne pas rester à la surface des choses et puis surtout ne pas être vulnérable à la publicité qui dit que forcément les voitures électriques sont la solution parfaite, toute verte et tout, parce que c'est pas vrai. Aucune solution n'est verte, hein. Même une éolienne, il y a des aimants dedans, des aimants qui sont difficiles à faire, qui sont difficiles à construire, qui nécessitent des métaux rares et dont la production en fait est relativement polluante à l'heure actuelle. Voilà, et il y a d'autres problèmes encore. Donc aucune solution n'est idéale, il faut toujours peser le bénéfice-risque des différentes solutions. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et puis je reprendrai sur une autre pour la suite.